Les nouveautés AWS des 2 dernières semaines qui ont attiré mon attention tournent autour de la durabilité, de la gestion de comptes et de AWS Lambda. Vous voulez en savoir plus? Alors voici le podcast AWS en français. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là, merci de nous rejoindre encore une fois, un vendredi pour le podcast AWS en français. Enfin, je dis le vendredi, c'est le jour où je l'enregistre. Maintenant, vous l'écoutez souvent pendant le week-end ou pendant la semaine en faisant votre jogging sous la douche, en tondant la pelouse ou d'autres activités domestiques du week-end. Un podcast relativement court, pas beaucoup de news cette semaine, en revanche, super exciting. Alors là, il y a du lourd, je vais vous sortir du lourd, notamment autour de Lambda et d'AWS Organisation. Mais avant ça, laissez-moi commencer avec un peu de réseau, avec le Cloud Next Generation Firewall. Alors non, vous n'avez pas loupé une annonce d'AWS, c'est pas un nouveau service d'AWS, c'est un service de Palo Alto qui est disponible sur la place de marché AWS. Donc c'est une appliance firewall que vous pouvez déployer en un clic depuis très longtemps, d'ailleurs c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on intègre Palo Alto Cloud NGFW, comme elle s'appelle, dans Firewall Manager. Vous savez, Firewall Manager, c'est ce service qu'on a lancé en 2018 qui vous permet de gérer vos configurations firewall depuis un endroit centralisé, à travers plusieurs comptes de votre organisation, mais aussi à travers plusieurs régions. Donc un endroit centralisé pour configurer les firewalls. Maintenant, ça s'intègre avec le Cloud NGFW de Palo Alto Networks qui est disponible sur la place de marché. C'est Jeff Barr qui a écrit le blog post d'annonce et il vous fait une démo assez sympa avec plein de screenshots qui vous montrent comment intégrer ce produit de Palo Alto avec Firewall Manager. Et comment vous pouvez commencer à gérer vos policies dans le cloud avec Firewall Access Manager et le Palo Alto Networks Cloud NGFW, je vais y arriver, Next Generation Firewall. La durabilité, sustainability en anglais. Vous savez que déployer vos workloads dans le cloud est 5 fois plus efficace que dans un data center privé pour plein de raisons. D'abord, la consolidation de différents workloads, de différentes industries, de différents clients à travers différentes time zones, mais aussi tous les efforts qu'AWS fait pour que ces data centers soient plus verts que des data centers traditionnels, en choisissant des sources d'énergie renouvelables, vertes, en développant nos propres fermes solaires ou éoliennes, en travaillant sur les matériaux de construction, sur le flux de l'eau, du refroidissement, le recyclage de l'eau, et puis aussi en inventant des alimentations plus efficaces ou des processeurs plus efficaces comme les processeurs Graviton 3. Le Well Architect Framework, vous savez, c'est cet outil d'audit que vous pouvez utiliser pour auditer vos architectures. Il a plusieurs piliers qui va auditer votre architecture en vous posant des questions en matière d'économie de coûts, de performance, de résilience, d'efficacité opérationnelle. Eh bien, il y a un nouveau pilier dans le Well Architect Framework qui est le pilier de la sustainabilité pour auditer vos infrastructures sous le prisme de la durabilité. Est-ce que vous avez fait les bons choix, le choix de déployer sur Graviton plutôt que sur des processeurs x64 équivalents? Est-ce que vous avez fait le choix du serverless? Est-ce que vous éteignez bien les ressources dont vous n'avez pas besoin? C'est ce genre de choses auxquelles le Sustainability Pillar, le pilier durabilité, va s'attaquer dans le Well Architect Framework. Donc ça avait été ajouté dans le framework en décembre à reInvent l'année dernière. C'est mon collègue Alex Casalboni qui avait écrit le blog post. Ce qui est nouveau là aujourd'hui, c'est que ce pilier rentre dans le Well Architect Tool. Donc le framework, c'est une collection de documents. Le tool, c'est un outil que vous pouvez utiliser dans votre console AWS pour aller au travers de toutes ces questions et donc pour aussi enregistrer vos réponses et donc pouvoir mesurer aussi l'évolution de votre posture de durabilité à travers le temps. Alors j'ai parlé d'AWS Organisation tout au début quand je parlais des firewalls. Donc AWS Organisation, c'est ce service qui vous permet de regrouper plusieurs comptes, d'appliquer des politiques de sécurité ou des configurations par défaut sur plusieurs comptes. C'est très utilisé évidemment dans les grandes entreprises, mais pas que. Ça peut être à l'échelle d'un département de dev où chaque développeur reçoit son propre compte attaché à AWS Organisation. Vous pouvez
ouvrir des nouveaux comptes avec une API. Donc quand il y a un nouveau collaborateur qui rejoint par exemple, on peut lui créer son compte et lui donner son compte préconfiguré de la manière qu'il faut en fonction de vos exigences de compliance. Qu'est-ce qui est nouveau sur AWS Organisation? Et la twittosphère a été très excitée avec cette nouveauté qui est sortie il y a quelques jours, c'était le 30 mars. Vous pouvez maintenant fermer un compte, clôturer un compte avec un appel d'API. Ouais, donc avec un seul appel d'API, et donc à partir de la ligne de commande ou à partir d'un SDK, vous pouvez clôturer un compte membre d'une organisation, évidemment. Si c'est un compte détaché, ça ne marche pas. Ça veut dire que maintenant vous pouvez construire des workflows end-to-end pour allouer des comptes temporairement à des projets. Imaginez, vous avez, des auditeurs qui viennent et qui doivent auditer un jeu de données, vous pouvez migrer vos données vers un compte temporaire, donner accès aux auditeurs à ce compte temporaire, et puis dès que l'audit est terminé, fermer ce compte temporaire. Vous avez des collaborateurs qui rejoignent des départements, qui quittent des départements. Vous pouvez créer des workflows qui va créer, assigner un compte à un collaborateur et puis l'enlever également, effacer le compte quand le collaborateur quitte. Tout ça, ça peut se faire automatiquement. Quand vous fermez un compte avec une API, évidemment, ça efface toutes les ressources dans ce compte. C'est pour ça qu'il y a une période de latence, une période de sécurité. Quand vous fermez un compte, il n'est pas vraiment fermé, vous pouvez encore ouvrir un ticket pour le réouvrir. J'ai oublié la durée, je suis en train de chercher pendant que je parle, je sais plus si c'est 30 ou 90 jours, mais enfin vous verrez ça dans le lien de la documentation que je vous envoie. Donc maintenant vous pouvez fermer des member accounts d'une organisation à partir d'une API, d'un SDK ou de la ligne de commande. Plein de nouveautés côté AWS Lambda également. Le premier, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un blog post qui vous explique comment faire. Vous savez que un des points auxquels vous devez faire attention quand vous tournez Lambda à grande échelle, c'est le temps de démarrage du premier container. En fonction de la taille de votre application, en fonction du runtime que vous utilisez, il y a des runtimes qui démarrent plus vite que d'autres. Il peut y avoir une petite latence pour la première invocation, ce qu'on appelle l'invocation à froid. Une fois que le container est là, évidemment, il est réutilisé pour les autres invocations, et donc ce problème disparaît. Et souvent, c'était les développeurs Java qui étaient assez impactés par cela, parce que démarrer une virtual machine Java, ça peut être assez coûteux en temps. La manière dont votre application est écrite aussi, il peut y avoir énormément de classes qui sont chargées au démarrage, même si elles ne sont pas utilisées, et donc optimiser tout ça n'est pas toujours évident. Pour des environnements très dynamiques qui doivent démarrer rapidement, la communauté Java est venue avec un framework qui s'appelle Quarkus, qui est une distribution native optimisée pour pouvoir démarrer rapidement avec les meilleures versions des meilleures librairies Java. Donc c'est un environnement tout en un qui est optimisé pour tourner sur la VM Graal, qui fonctionne avec OpenJDK Hotspot également, et donc avec Corretto, notre distribution Java également. Quarkus Cocorico, ça a été créé par un Français qui s'appelle Emmanuel Bernard, que je salue, qui travaille chez Red Hat et qui continue de maintenir avec le support de Red Hat et de la communauté ce framework. Et donc pour avoir des temps de démarrage rapides sur Lambda, vous êtes souvent tenté d'utiliser Quarkus. Eh bien, nous avons documenté enfin comment vous pouvez déployer des workloads Quarkus, des applications basées sur Quarkus sur AWS Lambda. C'est dans le blog d'architecture écrit par mon collègue Johan Bonilla. Et je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes de ce podcast. D'autres choses excitantes sur Java, sur AWS Lambda, pas sur Java cette fois-ci, la possibilité de mettre à jour d'un coup toutes les layers. Les layers, c'est un déploiement que vous faites sur Lambda pour des librairies partagées entre plusieurs fonctions. Imaginez que vous avez plein de fonctions qui utilisent le même framework, Quarkus par exemple, ou d'autres choses. Plutôt que inclure ce framework, ces librairies dans chaque déploiement de chaque fonction, vous créez une layer. C'est une espèce de librairie partageable. Et puis dans vos fonctions Lambda, vous dites cette fonction elle a besoin de tel layer. Le problème, c'est que le layer est vraiment copié avec le reste de la fonction Lambda au moment du déploiement, et donc si vous devez mettre à jour une layer, il faut aller mettre à jour chaque fonction qu'il utilise, ou plutôt je dois dire vous deviez mettre à jour chaque fonction qui utilisait la layer, parce
parce que c'est plus le cas depuis le 31 mars. Maintenant, vous pouvez faire un bulk update, un update en masse des layers. Donc, vous mettez à jour les layers et automatiquement, la console vous permettra de mettre à jour, d'identifier d'abord et puis de mettre à jour les fonctions lambda qui utilisent ce layer. Donc, ça va simplifier énormément vos procédures de déploiement, de mise à jour, surtout si vous utilisez des layers sur AWS Lambda. Troisième et dernière nouveauté pour AWS Lambda cette semaine, quelque chose qui va simplifier énormément la vie du déploiement de petites fonctions Lambda simples, c'est la possibilité d'invoquer une fonction Lambda directement à travers un endpoint HTTPS. Donc vous créez votre endpoint HTTPS, ça vous donne une URL et vous liez ce endpoint HTTPS à une fonction Lambda, une version spécifique de cette version Lambda. Donc vous pouvez repointer également, vous pouvez changer la fonction Lambda ou la version de la fonction Lambda sans changer l'URL. Alors typiquement pour exposer des fonctions Lambda via HTTPS, avant vous mettiez une API Gateway devant, HTTP ou le full API Gateway, ce qui est bien, mais ça rajoute une couche de complexité complémentaire. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut plus utiliser API Gateway si vous avez des besoins spécifiques en matière de throttling, en matière de vérification de sécurité. Vous pouvez mettre des API Authorizer sur API Gateway. Enfin, il y a moyen de faire des tas de choses avec API Gateway. Mais si, au contraire, vous avez des fonctions lambda extrêmement simples qui n'ont pas besoin de gestion de configuration complexe et juste les invoquer par HTTPS, vous pouvez faire ça maintenant juste avec le service AWS Lambda et rien d'autre, avec les HTTPS endpoints qui pointent vers une seule fonction lambda que vous pouvez réassigner dans le temps. Et oui, ça supporte Corse, parce que sinon ça serait un peu inutilisable. Donc le cross-origin, j'ai oublié, resource sharing, cross-origin resource sharing. Donc ça vous permet d'utiliser des fonctions lambda également dans vos applications single page app. Dans votre code JavaScript, vous pouvez appeler le endpoint HTTPS lambda que vous avez défini. C'est de nouveau mon collègue Alex Casalboni qui a écrit ce blog post. Il a été publié le 6 avril et vous le retrouverez, ainsi que tous les autres blog posts des autres nouveautés que j'ai mentionnées cette semaine, dans les notes de ce podcast. Voilà, j'enregistre ce podcast le vendredi 8 avril. Mardi prochain, le 12 avril, nous avons rendez-vous pour le Summit AWS à Paris. En général, dans le podcast, je parle pas de l'actualité, mais là, c'est quand même le grand retour des Summits AWS après 3 ans d'absence. Le dernier, c'était en 2019. Alors, rejoignez-nous si vous pouvez voyager sur Paris mardi prochain, le 12 avril. Si vous écoutez ce podcast avant le 12 avril aussi. Sinon, vous retrouverez certaines parties sur YouTube en vidéo dans les semaines et dans les mois qui suivront le Summit. À quoi vous pouvez vous attendre ? Bien, une keynote d'ouverture animée par notre directeur général Julien Grouès et puis le CTO du groupe Amazon, Werner Vogels, qui recevront 4 clients sur scène pour partager leur retour d'expérience dans cette keynote d'ouverture. Ensuite, il y aura un salon d'exposition sur 2 étages avec beaucoup de stands AWS. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à des architectes. Il y aura un coin pour les startups, un coin pour les partenaires. Il y aura des stands sur la migration. Il y aura un stand d'innovation avec plus de 16 démos que vous pouvez voir. Il y aura une chasse aux licornes dans tout le palais des congrès. Je vous en dis pas plus, je vous fais la surprise de la chasse aux licornes. Il y aura une Ferrari qui sera là, des jeux d'arcade Formula One également. Il y aura une salle de formation avec quelques cours qui seront donnés pendant le Summit. Il y aura également des hands-on labs, donc vous pourrez rentrer, mettre les mains sur le clavier et faire des exercices avec des personnes AWS autour de vous pour vous aider et répondre à vos questions. Et il y aura un circuit de course Deep Racer. Deep Racer, ce sont ces voitures autonomes que vous programmez par réenforcement, par apprentissage par réenforcement. Vous faites des courses et puis le gagnant aura évidemment un trophée et gagnera les trois premiers gagneront une voiture Deep Racer. En parallèle de ça, il y aura plus de 100 sessions, 89 sessions breakout et puis des sessions pour les partenaires, des sessions pour les startups également. On a compté un peu plus de 130 sessions qui seront disponibles tout au long de la journée pour vous informer, pour apprendre des nouvelles choses sur AWS et puis j'espère pour vous inspirer. Donc nous serons tous là. Il y aura un coin également avec les user groups et les leaders des user
user group de France qui nous rejoindront. Donc si vous êtes à Paris, dans la région, disponible mardi prochain, le 12 avril, rejoignez-moi, je serai là également, vous pourrez me dire bonjour et je serai heureux de parler avec vous, de découvrir ce que vous faites, ce que vous construisez sur AWS. Passez un bon week-end, on se voit mardi prochain au Summit, on se voit vendredi prochain pour un prochain épisode du podcast AWS en français et on parlera d'ingénierie logicielle, de migration avec les outils offerts par Cast. Ça sera vendredi prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.